propos. Claude Denuel. Alors, juste une petite remarque sur la frontière de 60 ans, qui effectivement est un peu difficile dans la prise en charge des personnes atteintes, parce que c'est vrai qu'on ressent quand même une différence de traitement importante, alors que l'autonomie, on y a peut-être droit aussi après 60 ans. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que je vous ai décrit tout à l'heure tout le bienfait et le bien-être ressenti presque par les personnes qui travaillent dans les centres SLA. Tant mieux. La question qui se pose quand même, c'est que ces centres SLA, d'abord pour avoir été labellisés, et puis pour répondre aux exigences d'évaluation qui sont faites qui ont été faites non pas par la haute autorité de santé, mais enfin presque du moins sous la haute surveillance de la DGOS pour ce qui est de la dernière évaluation. Pour répondre à ces qualificatifs et pour continuer à être labellisés, ils doivent répondre à des procédures de fonctionnement et qui, bien évidemment, nécessitent des moyens particuliers. Or, depuis le passage, puisque les centres SLA ont été créés donc en 2003-2004, depuis en 2007, il y a eu une révolution complète dans la prise en charge tarifaire hospitalière, qui est ce qu'on appelle le passage à la tarification à l'activité, donc T2A, et qu'il est certain que quand une personne atteinte de SLA vient pour ses évaluations, rencontre bien évidemment un médecin, c'est la moindre des choses, mais aussi, je ne vais pas vous refaire la liste, mais donc la psychologue, l'assistante sociale, l'orthophoniste, etc., à des évaluations respiratoires, à une évaluation nutritionnelle, à une évaluation, etc. C'est-à-dire que cette évaluation, elle va durer à peu près 2-3 heures si ce n'est pas une hospitalisation. Eh bien, tout ça, c'est souvent facturé le prix d'une consultation à la T2A, c'est-à-dire 30 euros. Donc, autrement dit, on se rend tout de suite compte qu'on nous met dans une situation qui est totalement inadaptée, puisque d'une part, on nous demande, pour avoir la labellisation, d'avoir une organisation qui a un prix, et d'un autre côté, la valorisation de l'acte qui est fait ne correspond pas du tout au prix. Donc, heureusement, il y a des aides qui s'appellent des missions d'intérêt général et qui permettent de donner ou de subvenir à des aides au niveau des centres labellisés, mais c'est aussi vrai pour les maladies rares. Et mon inquiétude, je dirais, c'est que ces aides, elles sont décidées, elles ont été définies au démarrage, elles sont devenues un petit peu plus floues, elles se perdent un peu dans des enveloppes qui passent à droite à gauche, et la grande difficulté, c'est leur traçabilité, et peut-être aussi leur évaluation en fonction des coûts réels, et essentiellement leur pérennisation, qui est fluctuante aussi, parce que l'enveloppe de la santé, ben, ma foi, c'est des tranches, et que ces tranches, elles varient pour fixer plus sur l'une, plus sur l'autre, etc. Et qu'on n'est pas certain presque d'une année sur l'autre, même nous, les centres SLA, ne reçoivent pas forcément exactement les mêmes dotations, etc. Donc ça, c'est effectivement une difficulté au quotidien du gestionnaire que sont devenus depuis la T2A les responsables d'activité médicale, et c'est très certainement une grande préoccupation. Voilà, avant de vous donner la parole, Gérard Beneteau, peut-être votre réaction par rapport à cette tendance générale où le financement sera-t-il pérenne? Je dirais, comme tout le monde, je sais bien que l'heure est au serrage de plomb, que nous allons tous y passer, je pense aussi dans quelques jours, pour diverses choses qui concernent les retraités, ce qui me concerne un peu. Voilà, mais je veux dire, la question pour nous, je trouve que Mme Prévost l'a très très bien posée, et elle rejoint le secteur de la prise en charge médicale. C'est le droit à accompagner la vie avec les accidents qui arrivent dans une vie. J'ai de la chance d'avoir 25 ans de durée dans l'ARS. Beaucoup de chance, voilà. Mystère. Et donc, je ne suis pas malade de cela, mais je veux dire, voilà, c'est... Et donc, qu'est-ce qu'on fait vraiment de ce droit? Comment peut-il être... Parce qu'on a parlé du nombre. 6 000 malades, ça fait une cinquantaine par département. C'est pas beaucoup. Ça peut expliquer la difficulté.
Alors, en même temps, je pense aussi que ces spécificités, enfin, nous devons, c'est le rôle de notre communauté ici, c'est de défendre un droit à vivre avec ce que la vie nous apporte, et donc avoir et l'accompagnement médical et l'accompagnement social, je dirais, d'un choix de vie qui n'est quand même qu'un demi-choix, voilà, parce qu'on ne choisit pas d'être malade. Et donc, c'est ce droit-là, mais dans un contexte que nous savons tous difficile. Voilà, vous avez la parole. Témoignages, questions, commentaires. On va... Voilà, on récupère les micros, très bien. Ah, j'ai cru que vous veniez carrément sur la scène avec ces messieurs-dames. Vous avez dit, tiens, il y a un fauteuil libre, je viens. Non, non, bon, d'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on en avait parlé vaguement avec Gérard Benetto. Il y a un débat citoyen qui est complexe. En fait, plus on fait de progrès, plus les malades vivent longtemps dans des conditions de dépendance plus importantes. Je ne parle pas que de la SLA, je parle d'une manière générale, toutes les maladies handicapantes, car il ne faut pas perdre de vue que ce qui se passe pour la SLA se passe pour les Parkinsoniens, les CEP, et qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, on va voir apparaître de plus en plus des scléroses en plaques qu'on va ventiler, des Parkinson plus qu'on va ventiler. Il y a une vraie question, parce que on vous l'a dit, et je crois que la question est posée, un malade ventilé 24 heures sur 24 en état de dépendance, c'est 13 000 €, ça va être rapidement 15 000 € par mois. Jusqu'où va-t-on pouvoir aller? C'est une question qui me paraît à poser parce que, je suis désolé de lancer le débat, mais enfin quand même, Prévost, vous avez dit très gentiment qu'à Paris ça se passe bien parce que vous êtes là. Il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a des départements qui refusent la prise en charge 24/24. Donc il n'y a pas d'égalité des citoyens sur le territoire. Ça, c'est une première chose, et elle n'est pas possible. Un département pauvre, il ne va pas trouver l'argent pour débloquer des aides permanentes. Donc le débat citoyen, il est posé, et je pense que les Anglais pourraient peut-être nous éclairer là-dessus. Quelle va être la position de la société sur une amélioration? Parce que les miracles n'existant pas dans la vie, on ne produit ni de l'or, ni des miracles thérapeutiques. Donc il faut faire avec ce que l'on a, c'est-à-dire de moins en moins. Et c'est pour ça que mon cri d'alarme tout à l'heure était clair, c'est comment allons-nous faire pour faire face à un problème important qui est celui de la dépendance. Or, si on rajoute, et je comprends tout à fait les hésitations à rajouter la strate au-dessus de 60 ans, bien que j'y sois situé largement, mais si on rajoute la strate au-dessus de 60 ans, il faut savoir aujourd'hui que nous sommes techniquement capables de maintenir des patients de plus de 90 ans pendant plusieurs années en ventilation 24 heures sur 24. Or, ce sont en général des gens seuls. Ça veut dire quel droit, comment moi, c'est une question, Emmanuel est parti, mais c'est une question éthique que je ne sais pas répondre et je ne sais pas résoudre. Mais simplement, je pense qu'elle doit être posée. Monsieur Benetto. Et juste pour dire, c'est une chose que je répète souvent, mais qu'en raison des handicaps qu'elle provoque et de cette évolution de handicap, la SLA, suivant que l'on soit riche ou pauvre, ou seul ou entouré, on ne parle plus de la même maladie, en dehors même des développements particuliers de la pathologie. C'est vrai pour beaucoup de maladies aussi, mais surtout pour c'est là, je suis de score. Et vos questions, vos témoignages, non, ça ne vous évoque rien tout ça? Eh bien, si vous voulez bien, on va vous donner le micro. Vous allez vous nommer et nous poser votre question. Je suis médecin et je travaille, en fait j'ai une double casquette, je travaille dans une équipe pluridisciplinaire d'évaluation pour justement la prestation de compensation du handicap et par ailleurs dans un SAMSA qui est une structure assez mal connue, qui est une structure médico-sociale avec un double financement Conseil général et ARS. À ce titre, en fait, j'accompagne
un bon nombre de personnes atteintes de SLA, effectivement, qui font le choix de vivre à domicile. Donc, on est confronté au plan d'aide, effectivement, 24 heures sur 24. Et le constat qu'on fait quotidiennement, donc dans le Loiret, je suis dans le Loiret, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une insuffisance de formation des services d'auxiliaires de vie qui sont assez... donc en fait, on essaye de travailler aussi avec les HAD. C'est vrai que l'insuffisance de formation des services d'auxiliaires de vie fait que le maintien à domicile est souvent compliqué. Le plan d'aide 24 heures sur 24 ne va pas suffire à lui seul. Donc on essaie de s'entourer avec des services d'HAD, avec des praticiens libéraux. Enfin, on essaye autour de la personne de coordonner un maximum avec les moyens du bord, j'ai envie de dire, en fonction des zones géographiques, en sachant que le Loiret, on est très près de Paris. Donc on a une pénurie de paramédicaux et d'offres de soins assez importantes. Donc voilà les limites aussi, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a pas que les sous, il faut aussi des gens qui puissent le faire. Catherine Prévost, non, c'est la même chose d'ailleurs. C'est là l'importance des réseaux, des réseaux qui, oui, je pense que, excusez-moi, qui effectivement veulent poursuivre, je dirais, le centre SLA dans une prise en charge à domicile. Lorsqu'il y a eu l'évaluation, je crois qu'au ministère, on nous a bien dit, le centre en Bretagne, ça passera, les réseaux qui existent très bien, mais ça ne va pas vraiment se développer par ailleurs. On peut comprendre que dans le contexte où nous sommes, il y a des choses qui doivent être mutualisées, peut-être. Mais la spécificité, effectivement, de la prise en charge, je crois que les réseaux, et la Mme Prévost, je pense, l'attestera, parce qu'il permet d'accompagnement des professionnels, est en fait vraiment quelque chose d'extrêmement important pour cette continuation de l'accompagnement au domicile. Mais vous connaissez. Oui, moi ce que je voulais dire, enfin, bien sûr, je pense que le rôle des réseaux est très important dans la formation, justement, et donc à qui on peut faire appel. Mais peut-être que les centres aussi ont une mission de formation. Donc vous pouvez aussi faire appel au centre SLA où sont suivis ces patients pour organiser des sessions de formation. Nous on l'a fait souvent, je sais que ça se fait, voire même faire appel aux réunions de la coordination. Je fais le même constat et je pense que beaucoup de personnes aussi. C'est vrai que les auxiliaires de vie, c'est pas qu'elles ne sont pas qualifiées, parce qu'elles ont quand même une petite formation, elles sont sous-qualifiées. La dame disait dans le reportage que c'était des personnes qui étaient souvent elles-mêmes en difficulté. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. On ne demande pas de diplôme. On voit bien, les personnes sont elles-mêmes en difficulté. Comment peut-on aider quelqu'un en difficulté quand on est soi-même également en difficulté? Moi, je dis toujours, aider les autres, il faut avoir envie de les aider. Déjà, au départ, ça ne doit pas être une contrainte financière, mais malheureusement, il faut bien vivre. Donc, ces personnes prennent le travail qu'elles trouvent. Pour aider quelqu'un, il faut vraiment en avoir envie. Ce n'est pas donné à tout le monde de s'occuper de personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc malheureusement, on fait le constat, nos usagers nous le disent. Alors quelquefois, ils vont essayer de privilégier le gré à gré parce que c'est 2 personnes, 3 personnes de confiance. On sait qu'on peut compter sur eux. Et voilà, on est vraiment très démunis quand on apprend que ça ne se passe pas bien. Et très souvent, on nous demande, avez-vous une association qui est vraiment bien? Malheureusement, ça dépend de la personne aussi. Ce n'est pas que l'association. Monsieur.